C'est la fin du réseau cuivre en France. Ça y est, on commence à fermer dans certaines communes ce qui transportait jusqu'ici le téléphone fixe analogique, les accès par ADSL et plein d'autres services auxquels on ne pense pas forcément. Avec quelles conséquences? Comment ça se passe sur le terrain? On va répondre à toutes vos questions grâce à nos experts autour de la table. Philippe Legrand, président d'Infranum. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Infranum, fédération qui rassemble 220 membres industriels de la filière des infrastructures qui connectent le territoire. C'est aussi la fédération fondatrice du comité stratégique de filière infrastructure numérique. Avec vous sur ce talk, Ariel Turpin, délégué général de l'AVICA. Bonjour Ariel. L'AVICA, littéralement, donc l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel. C'est un peu à l'ancienne, C'est ça. très à l'ancienne. Donc vous regroupez en fait toutes ces collectivités qui sont engagées dans le numérique, la transformation numérique. De leur territoire. Et avec nous également Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste, opérateur fibre, cloud, cybersécurité pour les entreprises. Et vous avez une annonce en plus ce matin à nous faire en plateau. Je vous laisserai nous la dévoiler. Et restez avec nous Jean-Charles Nicolas, le fondateur de Wisembly, qui nous a parlé des événements hybrides et de l'importance que cela revêt aujourd'hui. Mais je précise que vous avez passé quand même pas mal d'années dans les télécoms. Quelques années, oui. Et vous avez bien connu cette période du cuivre, de la perte de cuivre, qui nous a permis de transformer le territoire en territoire connecté. J'ai travaillé sur le premier dégroupage en France. Donc, voilà. Bon, et ben donc, changement d'époque aujourd'hui. Déjà, première question, est-ce qu'il fallait vraiment l'arrêter, ce réseau cuivre? Est-ce qu'il y avait une urgence à fermer le réseau? L'urgence, elle est à la fois technique, économique, mais elle est surtout dans l'encouragement de la migration du cuivre vers la fibre. Et ça, c'est un enjeu majeur pour notre société. Donc, par conséquent, avoir un planning contraignant, engageant est une très bonne chose pour le secteur. Encouragé, mais alors là, on laisse plus le choix, hein, quand même. Mais de toute façon, en fait, il s'éteint tout seul. Alors certes, il va y avoir un aplatissement des courbes, mais aujourd'hui, si simplement la courbe des abonnements ADSL versus la courbe des abonnements cuivre continuait de la même manière, en 2026, le cuivre serait éteint, se serait éteint naturellement. Ce que fait Orange, finalement, c'est d'accompagner, de structurer, d'organiser un mouvement et de traiter, effectivement, les derniers cas, les plus complexes, des personnes qui ne veulent pas migrer à la fibre ou qui auront des difficultés techniques, financières, pour migrer sur la fibre optique. Ouais. Donc là, vous nous dites, de toute façon, c'est un mouvement inexorable, mais c'est pas mal de l'organiser. C'est votre point de vue également? Oui, alors le réseau de cuivre, il a 50 ans finalement, puisqu'il a été construit massivement dans les années 70, sous la décennie avec Giscard. En fait, c'était un plan magnifique de l'industrie française qui a équipé quasiment tout le territoire en ligne téléphonique. Et puis ce réseau, il a été reconverti, il a eu une deuxième vie à partir de l'an 2000, puisqu'on a trouvé l'ADSL, et l'ADSL, ça a permis de faire passer de l'Internet sur le réseau de cuivre. Et là, c'est vrai que ce réseau va s'arrêter. Alors, oui, c'est inéluctable, c'est vrai, mais on peut regarder nos voisins. Nos voisins ne l'arrêtent pas aujourd'hui. Hein. La plupart de nos voisins européens ne l'arrêtent pas, le réseau de cuivre. Et ce qu'on constate, c'est que sur le marché des entreprises, les entreprises ne sont pas prêtes. Hein. C'est ce qu'on pense chez Céleste, un opérateur pour les entreprises. Et autant pour les particuliers, changer sa ligne de cuivre en ligne de fibre, puisque quand on parle de l'arrêt du cuivre, quelque part, ça va être la transformation en fibre. Autant changer une ligne de cuivre en ligne de fibre pour un particulier. Bon, déjà, c'est un certain effort. Pour les personnes âgées, par exemple, ça ne va pas être si simple que ça. Mais pour les entreprises, elles ont beaucoup de lignes, en fait. Et donc, ça représente un effort important. Et on pense aujourd'hui que les entreprises ne sont pas prêtes. Alors, on va en parler de ces conséquences, mais d'abord, on a demandé aux internautes qui nous suivent de poser des questions sur cette fermeture du cuivre. Il y a Marc sur LinkedIn qui nous rappelle ADSL, mais il y a aussi ADSL 2+, l'évolution. Enfin, ce réseau, il a été fortement exploité, ce réseau du cuivre. Quels sont ces services dont on parle quand on parle de la fermeture du cuivre? Quels sont les services qui vont être coupés? Alors, tous les services d'accès. Tous les services d'accès, qu'ils soient grand public ou professionnels, mais il y a aussi tous les services connexes. Hein. Par exemple, on prend souvent cet exemple dans la filière des ascenseurs, hein, qui sont maintenus par des réseaux cuivre ou des systèmes d'alarme qui sont aussi sous-tendus par cela. Donc c'est la raison pour laquelle une expérimentation était quand même nécessaire pour bien qualifier tous les besoins. On n'a pas répondu encore à toutes les questions. Je rejoins les incertitudes et la perplexité de Nicolas Aubé, même si de toute façon il est très bien de se lancer dans ce plan, hein, massivement, et de répondre à toutes les questions comme ça.
Et sur les services professionnels qui s'appuient sur le cuivre, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, dans une entreprise, vous avez l'accès Internet, bien sûr. Vous avez des interconnexions entre des entrepôts, entre des sites distants. Vous avez des services, comme on a dit, pour la machine à franchir, pour les ascenseurs, pour des machines à distance. Par exemple, vous avez des entreprises qui vont relever des points isolés au fin fond de la campagne, des équipements industriels avec des lignes de cuivre, même parfois qui ne sont pas alimentés, puisque le téléphone s'auto-alimente. Je dirais, il n'y a pas d'électricité en fait, sur ces lignes à distance. Donc, en moyenne, il y a 10 lignes par entreprise. Il y a 10 millions de lignes de cuivre qui sont en production aujourd'hui, en 2023, dans les entreprises. Donc, c'est vraiment plein de services différents. On peut, par exemple, nous, on a un client, c'est le ministère de la Justice. Eux, ils ont choisi de mettre une ligne de cuivre par bureau. Voilà, parce que pour des raisons d'indépendance, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de mettre un certain nombre de lignes pour équiper les bureaux. Alors, on a donc les premières communes qui ont été fermées. Quelles sont les premières leçons qu'on peut en tirer? Ariel Turpin, sur ces 6 communes, vous avez quand même soulevé quelques inquiétudes sur la manière dont ça a été organisé. Oui, de toute façon c'est normal, ce sont des pilotes, donc on est là pour apprendre, ça sert à apprendre. Donc il faut déjà se lancer pour voir ce que ça donne, sinon on reste sur le papier, sur la théorie. Effectivement, donc les premières difficultés qui sont arrivées très très vite, c'est les opportunistes, on pourrait appeler ça les escrocs, qui se sont servis du bruit de fond, de l'ambiance du changement pour essayer de vendre des prestations inutiles. Et on a comme ça des élus qui se sont retrouvés avec des équipements. On vous vend un raccordement fibre qui n'est pas un raccordement fibre, on se prétend envoyé par un opérateur. Voilà, on vous annonce qu'on ferme le cuivre dans votre commune et donc il faut vite qu'on vous installe parce que ça va être coupé ce soir. C'est un grand classique et ça marche toujours. C'est-à-dire qu'ils essayent sur une centaine d'appels, il va toujours y avoir 2-3 personnes qui vont accepter et vous vous retrouvez avec des appareils qui clignotent chez vous, dans votre mairie parfois, et qui servent strictement à rien et vous avez réglé ça. Voilà, donc c'était le premier enseignement, c'est qu'il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont très prêts, c'est toute la sphère d'opportunistes. Mais au-delà de ça, dans l'ensemble, ça s'est quand même assez correctement bien passé. Modulo, on a eu des problèmes sur les activités professionnelles, on pourra y revenir certainement, sur les entreprises. Mais pour le grand public, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On bute toujours, et on l'avait prévu, sur les personnes qui ont des travaux à réaliser chez elles pour avoir la fibre optique. Et ça représente un coût. Donc là, c'est des choses... Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui qui existe. On a aussi eu comme retour des défauts de communication. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait la fermeture de la télévision analogique remplacée par la TNT, il y avait des grandes campagnes de communication, absolument, les bandeaux qui défilaient sur les chaînes de télévision. Et ça manque. Donc en fait... Et puis on connaissait les régions, je ne sais pas, c'était assez clair la manière dont ça allait... Là, c'est diffus, c'est pas tellement... ça, voilà, mais bon... Encore une fois, ce sont des pilotes. On espère tous qu'on va avoir cette grande structure de communication qui va faire des campagnes d'affichage, qui va donner de la matière aux élus pour pouvoir communiquer auprès de leur population. Parce qu'on travaille tous ensemble. Et suffisamment en amont. Et suffisamment en amont, et puis suffisamment adapté. On a un problème aussi, tout ce qui est connu, on jargonne. Oui. Voilà, nous sommes très à l'aise sur ces sujets-là. Et en fait, vous voyez, le titre, vous-même, vous avez parlé de la fermeture du cuivre. Mais testez la fermeture du cuivre auprès de personnes, pas forcément même des personnes âgées. Fermeture du cuivre, le réseau électrique. Enfin, pour nous, ça nous parle complètement. Et bien, juste parler de ça sur les territoires. C'est quoi la fermeture du cuivre, simplement. Absolument. Donc, alors, on a Yannick sur Twitter qui nous demande justement comment on procède pour fermer le cuivre, alors que cette couverture fibre, elle est assez erratique, elle nous dit elle est statistique, il y a des zones couvertes où tout le monde pour autant n'est pas relié à la fibre. Est-ce qu'on assume de les laisser dans l'isolement ? Alors déjà, on n'assume absolument pas de les laisser dans l'isolement, et tout à fait, tout ça est très lié avec le plan France Très Haut Débit. Donc le pendant de la fermeture du cuivre, et peut-être même le corollaire, c'est d'aller jusqu'au bout du plan France Très Haut Débit. On parle même d'enraciner le plan France Très Haut Débit, pour éviter de laisser des personnes isolées, et même si elles pourraient avoir recours effectivement à des technologies alternatives qui existent. Rappelez-vous, en décembre dernier, le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé le fait qu'il voulait lancer un service universel du très haut débit. Oui. Ça fait quand même assez longtemps qu'on vit sans service universel. On vit bien. Toutefois, avec la fermeture du cuivre, peut-être qu'il serait temps de mettre les choses en place. Comment ça se passe ? Il y a d'abord un schéma organisationnel dont on vient de parler, avec l'implication des mairies et des préfectures. Mais il y a une fermeture d'abord commerciale, ensuite une fermeture technique, puis un démontage du réseau.
c'est dans ces 3 étapes-là. Fin 2026, il n'y aura plus du tout de ligne cuivre commercialisée en France. Ça veut dire qu'on continue à vendre de la DSL Aujourd'hui, oui. aujourd'hui et on va continuer jusqu'en 2026. Avec une fermeture progressive commerciale, puis une fermeture technique qui en général se déroule entre 6 mois et 1 an après. Et enfin, il y aura l'opération qui est un gros chantier industriel de démontage du réseau cuivre. D'accord, mais comment ça se passe géographiquement? Comment on planifie géographiquement cette fermeture? Par lot, il y a 3 lots. Oui. Un premier lot expérimental sur une première série de communes. On a parlé de 210 000 prises. Après, il va y avoir un deuxième lot de 1 million, puis un troisième lot de 2,3 millions. Et on va là où on a une couverture à 100%? C'est le principe. Quasiment, oui. C'est le Quasiment 100%. On accepte quand c'est 98 et un peu plus. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait des habitants qui disent moi non, j'ai pas envie de basculer sur la fibre, ou peut-être des habitants qu'on n'arrive pas à joindre aussi? C'est vrai que c'est une des grandes difficultés, c'est pour les opérateurs, c'est pour joindre leurs clients. Je ne sais pas autour de la table qui a encore une ligne fixe. Moi, chez moi, je l'ai coupée parce qu'on est harcelé d'appels, que de la pub, d'ailleurs parfois de la pub d'opérateurs. Donc voilà, joindre le client c'est déjà la première complexité pour lui expliquer donc la migration. La deuxième chose, c'est ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir son contact, que ce soit directement ou via la mairie, via une réunion communale, etc. et tout, c'est lui expliquer donc ce que ça va impliquer pour lui de migrer. Voilà, s'il a juste une ligne fixe aujourd'hui, juste le téléphone fixe, c'est possible d'avoir le téléphone fixe avec la fibre. En fait, technologiquement parlant, ça peut être transparent vraiment pour l'usager, mais c'est là où on se rend compte quand même il y a une intervention chez la personne, c'est pas simple, il faut ouvrir, il faut être là, il faut être présent, il faut ouvrir la porte à un inconnu pour qu'il vienne faire des travaux chez vous. Si les travaux prennent du retard, ce qui arrive quand même assez souvent? Oui, mais là, enfin, on n'a pas trop, ça n'a pas été trop le souci, puisqu'encore une fois, on était sur des communes qui avaient un très bon niveau de couverture en ADSL. Vraiment, là où on bute, c'est quand on veut tirer la fibre dans une habitation et que les conduites chez le particulier sont bouchés, voilà, soit on fait des travaux, soit... Soit quoi alors? On leur propose une connexion il y a des solutions mobile, alternatives. par exemple, voilà, il y a des solutions gratuite alternatives. en attendant? L'observatoire que nous rendrons public d'ailleurs au trip de l'AVICA en mai prochain fait état d'un nombre très important, entre 500 000 et 1 million de foyers, qui, à l'issue du plan, ne seront pas fibrés. Et ces gens-là, peut-être, pourraient ne plus avoir d'accès cuivre non plus. Donc ça renvoie d'une part, évidemment, à la question du service universel, mais bien au-delà, à la question des raccordements complexes. Comment fait-on pour apporter 100%, si possible, de réseau optique aux particuliers? Et en attendant, quelles sont les solutions technologiques, radio par exemple, ou satellitaires, qui pourraient servir ces personnes-là? C'est aussi la question d'Yannick, qu'est-ce qu'on fait dans les zones blanches? C'est ça. Il n'y a pas que la fibre optique, donc. Dans les zones blanches, on ne ferme pas. Les zones blanches si c'est les zones blanches de la fibre optique, on ne ferme pas. S'il n'y a pas la fibre optique, on ne ferme pas. Y compris en 2030? En 2030, j'espère que bien avant, nous aurons la fibre partout. Mais bon, je crois qu'il faut dire quand même qu'il y a des personnes qui n'auront pas de fibre et qui n'auront plus de cuivre. Et donc ces personnes-là seront forcées de passer par le satellite ou les réseaux mobiles. Je pense qu'il y avait dans le réseau cuivre, il y avait une obligation de service public de compléter du territoire. Partout en France où on pouvait avoir sa ligne, mais avec le réseau fibre, c'est malheureusement pas le cas. Donc je pense qu'il pour l'instant, en tout cas, faut dire la réalité. Il y aura des gens qui n'auront que le satellite comme. C'est aussi la question de Blaze sur Twitter qui nous demande mais à quel horizon l'ensemble du territoire sera couvert par la fibre optique et quelles sont les alternatives? Alors, il y a déjà des zones qui sont intégralement couvertes. Alors, on a fonctionné en France par zonage. On a découpé. Voilà, il y a les zones qui sont réservées aux opérateurs. On va pas revenir là-dessus. Celles qui sont réservées aux collectivités. Sur certaines zones réservées aux collectivités, aujourd'hui, alors je prends le cas emblématique, la Corrèze. On ne va pas chercher d'un département d'Île-de-France. Voilà, donc la Corrèze, toute la zone rurale de la Corrèze, aujourd'hui, à 5 exceptions près. Donc, il n'y a que 5 immeubles habitations qui n'ont pas voulu de la fibre. Sinon, toute la zone rurale de la Corrèze, aujourd'hui, est intégralement raccordable. Y compris si vous êtes agriculteur et que vous voulez fibrer votre stabulation, vous pouvez donc avoir un accès fibre. Si vous allez sur Tulle ou sur Brive-la-Gaillarde, en zone privée, ça devient autrement plus compliqué parce que là, vous rencontrez encore des personnes qui n'ont pas la fibre. Sur la complémentarité d'autres technologies, on avance un peu là-dessus? Oui, il y aura toujours. Il y a toujours eu dans toute l'histoire des télécoms et depuis toujours des gens qui on a beaucoup hésité, on a eu la boucle locale radio, oui, non. Voilà, c'est ça. La boucle locale radio devrait avoir une seconde vie, très probablement à partir de 2025. On se rendra compte qu'il faudra bien apporter quelque chose à ces gens-là. Donc j'en suis à peu près certain. Ça va bouger là-dessus. Ok. Alors Nicolas Aubé, donc vous nous annoncez une catastrophe pour les entreprises. Oui, je pense qu'il faut parler des entreprises parce que c'est un peu les oubliés.
Et j'ai pas envie que les entreprises soient les oubliées de la révolution numérique. D'ailleurs, pendant longtemps, les entreprises, même au début de la DSL, on s'est rendu compte que les entreprises étaient en périphérie des villes, et elles n'avaient pas la DSL, ou elles avaient un ADSL très, très faible. Donc là, j'ai pas envie que ça recommence et que les entreprises soient à nouveau les oubliées de la révolution numérique. Parce que les entreprises, finalement, il n'y en a que 50% qui sont passés à la fibre. Donc il en reste encore 50% à migrer. Et donc Céleste, on est un opérateur pour les entreprises, on fait ça toute la journée. Donc c'est on essaie de convaincre les entreprises de passer à la fibre. Donc ça, c'est une première chose. Mais une fois qu'elles sont passées à la fibre, le fait d'arrêter le cuivre, c'est encore une autre étape, puisqu'il faut migrer toutes les lignes de cuivre qui restent. Et nous avons essayé de chiffrer le coût pour les entreprises en termes d'organisation, en termes de temps de travail, et nous pensons que ça va coûter 15 milliards d'euros aux entreprises, l'arrêt du cuivre. C'est-à-dire que le fait de transformer toutes ces lignes dont on a parlé, les lignes qui servent à des équipements, qui servent à des machines, de transformer tout ça en la fibre, ça va coûter en termes d'organisation 15 milliards d'euros aux entreprises. Aujourd'hui, le responsable de cette fermeture du réseau cuivre, c'est Orange. D'ailleurs, je tiens à préciser que, évidemment, on a invité Orange à participer à ce talk, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. On a aussi proposé à la Fédération française des télécoms, à l'ARCEP, mais on a tous à chaque fois dit non, c'est Orange. Bon, Orange n'est pas là. Mais est-ce que vous avez eu des réponses d'Orange sur le coût que ça représenterait pour les entreprises ? Non. Et il y a effectivement un coût du réseau cuivre actuel, un coût d'entretien qui est réel. Donc on comprend il va falloir faire une transition. Mais notre message, c'est de dire que il faut informer les entreprises. Elles ne sont pas informées aujourd'hui. Je pense que les entreprises ont compris que la téléphonie traditionnelle sur des lignes de cuivre s'arrête, mais elles n'ont pas encore compris que la DSL s'arrête. Ça, c'est nouveau. Ouais. Oui, menace ou opportunité. Effectivement, il faut voir ça déjà comme un investissement productif pour une entreprise, parce qu'il y a énormément d'avantages. Le marché entreprise souffre d'un double paradoxe en France. D'abord, nous avons la meilleure infrastructure d'Europe, mais de très loin. Nous sommes largement en avance, et pour autant, nous avons la diffusion du numérique dans les entreprises qui nous situe au 11e rang européen. Le dernier classement DESI nous met 11e. La diffusion du numérique, comme le rappelait Nicolas Aubé, n'est pas une réalité aujourd'hui dans les entreprises. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, nous avons un marché entreprise finalement très riche, avec 1000 opérateurs qui fournissent et proposent leurs services à leurs clients, mais seulement 3 ou 4 d'entre eux qui concentrent plus de 90% des parts de marché. Deuxième paradoxe, la fermeture du cuivre, c'est une nouvelle chance, une nouvelle donne pour la compétitivité du marché entreprise en France, et il faut s'en saisir. Nous aussi, on fait notre baromètre IFOP chaque année avec Covage sur la diffusion du très haut débit dans les entreprises. 50% des entreprises qui passent à la fibre manifestent leur souhait de pouvoir remettre en concurrence leur opérateur. C'est déjà, je veux dire, c'est bien, et puis ça permet, et ça tire tout le monde vers le haut. En plus, ça drive l'innovation et ça permet au marché d'être un peu plus dynamique, même si on est quand même bien servi. Je pense quand même qu'il y a un plan à côté du plan de fermeture du cuivre, qui est un plan d'accompagnement des entreprises. C'est l'une des 30 propositions insatisfaites que nous avions formulées à l'occasion des élections présidentielles. La moitié d'entre elles ont été satisfaites, mais l'une de celles qui n'ont pas été satisfaites, c'est celle de dire qu'il faut encourager les entreprises à passer à l'ère du numérique. Et ça, je pense qu'un plan national de communication et de formation serait bienvenu. Ariel Turpin, comment ça se passe sur le terrain entre les différents intervenants sur ce projet ? Parce qu'on dit que c'est Orange qui est responsable, mais ce n'est pas Orange tout seul qui fait le travail. Ah oui, de toute façon, soyons clairs, en première ligne, ce sont les élus locaux. Ouais. Si ça se passe mal, ou même si c'est les élus qui sont en première ligne. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on s'est très tôt mobilisé, Région de France, Département de France, l'AMF, la VICA. Nous sommes tous mis ensemble pour structurer notre réponse et dire on est d'accord sous conditions pour accompagner et suivre le mouvement. Vous avez une cellule chez Orange avec qui vous pouvez discuter ? Nous discutons vraiment bien. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous discutons vraiment bien. Le lien est là, l'échange est là, et dans l'ensemble, on converge à 90-95%. Les 5-10% qui bloquent sont toujours un petit peu embêtants, mais c'est normal, on est au début de l'histoire. En fait, il y a un grand absent aujourd'hui, encore une fois, c'est l'État, au travers d'une structure de communication, comme il y avait eu, je reviens à mon exemple de la TNT, il y avait un GIP, donc on peut faire d'autres formes, bien évidemment, mais il y a une structure nationale avec la Marianne qui explique, qui donne le là, qui donne le mouvement, etc. Donc là, est-ce que c'est pas le rôle de l'ARCEP, ça ?
Ah non, l'ARCEP est là pour réguler, s'assurer qu'il y ait ce qui se fait. Et c'est un gendarme, c'est pas celui qui définit la loi, c'est pas celui qui On va s'emparer définit du la, sujet, la non communication. Il faudrait leur demander, mais Tout le monde a. Je pense que c'est un plan Enfin, collectif. plutôt que de créer une structure ad hoc, on peut peut-être s'appuyer déjà sur l'existant. oui, mais c'est pas l'ARCEP n'est pas une structure de communication pour assurer le plan de fermeture d'un opérateur privé. Oui, mais là, on est sur un sujet national. Bien évidemment, encore une fois, et un sujet national qui dit Et sujet presque de social, bien dit structure public, nationale. ouais. Mais oui, qui a payé le réseau de cuivre? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Le réseau de cuivre, c'est les usagers, les abonnés, nos parents, peut-être nos grands-parents, qui ont payé les lignes de cuivre avec leur abonnement. Quelque part, ça appartient aux Français. Sur le débat de la propriété, celui-là, bon, je me permettrai de peut-être ne pas me prononcer là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, et c'est le souhait de tous, y compris d'Orange. Ça n'est pas le plan d'Orange, ça doit être le plan de tous. Ouais. Ariel a parlé de la nécessaire communication, elle est existante dans les préfectures. Elle n'existe pas, par exemple, avec les syndicats mixtes d'aménagement numérique du territoire, qui sont des interlocuteurs privilégiés Oui. pour ça. On ne réussira pas le chantier du plan cuivre avec un objectif aussi ambitieux, qui est celui de la fermeture totale technique en 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux. On ne réussira pas si tout le monde n'est pas partie prenante, l'ARCEP, le gouvernement, les collectivités, bien entendu, Il faut et l'ensemble s'aligner. des opérateurs. Et donc, vous aviez une annonce, c'est la fin de notre talk. Je voulais que vous annonciez Oui, votre initiative. nous sortons une plateforme d'information sur l'arrêt du cuivre qui s'appelle www.arrêtducuivre.fr, qui va présenter pour les entreprises en fait la date de l'arrêt du cuivre dans leur entreprise, et puis aussi qui va permettre de chercher toutes les lignes qu'elles ont et de trouver des solutions pour remplacer ce qu'elles ont, parce que c'est pas une seule ligne, c'est plusieurs lignes qu'il va falloir remplacer. Donc, vous créez un centre d'information sur l'arrêt du cuivre pour les entreprises. Exactement. Donc, vous allez compiler toutes les données disponibles. Exactement, on va essayer de l'enrichir, de compiler toutes les données, donc vraiment sur le marché entreprise, et d'informer. Et ça va être une plateforme les entreprises ouverte, françaises. tout le monde pourra Oui, apporter tout à son fait, lot tout à fait. d'informations. Oui. Et ça démarre quand? Elle ouvre quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci Ariel Turpin de l'Avica. Merci à Philippe Legrand d'Infranum. Et merci Nicolas Aubé de Céleste. Merci. Jean-Charles Nicolas de Wiseambly. Merci également. Juste après la pause, on se retrouve pour parler d'une nouvelle fraude, nouvelle Eldorado pour les cybercriminels.